messieurs, bonjour et bienvenue à My Digital Journée with Kone. Je me présente Céline Pinguet, je vais vous accompagner tout au long de cette matinée. Vous inquiétez pas, la matinée elle va être passée relativement vite parce qu'on a prévu un petit programme spécialement pour vous, bien conçu, parce qu'on va parler d'innovation digitale, vous imaginez bien. On va vous proposer des vidéos inspirantes, on va mettre en place un panel de discussion avec des experts. Vous allez pouvoir participer à des ateliers pour découvrir une infime partie des solutions digitales du groupe Kone. Et enfin, participer à une fresque collaborative. Et on va finir en beauté sur un petit cocktail déjeunatoire en rooftop, en plein soleil. C'est sympa, non, quand même, face à la Tour Eiffel. Je pense qu'il y a pire comme matinée pour démarrer. Non ? Allez, on commence. Alors, pour démarrer officiellement cette matinée, j'ai le plaisir de recevoir Cédric de la Chapelle, le directeur des services de chez Kone France, Belgique et Luxembourg. On peut l'applaudir. Donc, bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans ce lieu effectivement magnifique. Merci Céline pour l'introduction. Donc, on va effectivement parler de digital. Alors, pourquoi est-ce que c'est moi qui vous accueille aujourd'hui et pas Jérôme Audet, notre directeur général? Eh bien, tout simplement parce qu'il est malade, il est fiévreux, il a 39 de fièvre ce matin. Et donc, il m'a demandé gentiment de faire l'introduction à sa place. Donc, on va passer une bonne journée sans lui, mais on va lui souhaiter quand même un bon rétablissement. Donc, je me présente, Cédric de la Chapelle, je suis le directeur service, c'est-à-dire la maintenance et les réparations, mais on ne va pas parler que service. On va aussi parler modernisation, on va aussi parler nouveaux bâtiments, grands projets, puisque j'ai rencontré rapidement pas mal d'entre vous. Je sais qu'il y a des architectes, il y a des promoteurs immobiliers, il y a des property managers, il y a des grands groupes comme ADP, un panel assez large de clients. Et on ne va pas parler que Kone, on va aussi parler, comme vous l'avez dit Céline, du digital au sens large, avec des prestataires ou des différents. On va parler de Carlo Ratti, qui est un architecte ingénieur italien qui travaille au MIT, au Massachusetts Institute of Technology à Boston, avec une vidéo intéressante. Et là, vous verrez Jérôme Audet non pas en chair et en os, mais en vidéo. Donc bravo au marketing d'avoir anticipé cette prise vidéo pour avoir Jérôme Audet un peu quand même. Et puis après, on aura d'autres prestataires que je laisserai Céline présenter, mais qui seront avec nous. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. En tous les cas, c'est le but de cet événement. N'hésitez pas à poser des questions aux prestataires, aux intervenants. Il y a des séquences qui sont là pour ça. On va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric? Merci pour votre introduction. Alors, je vous invite soit là ou à rester avec moi, comme vous voulez. Je vais rester avec vous. Comme vous venez de le dire juste maintenant, on va vous proposer une vidéo inspirante de Carlo Ratti. Il a répondu aux questions de Jérôme Audet, le directeur général de Kone France, Belgique, Luxembourg, sur l'impact des innovations digitales dans la construction et l'exploitation de la ville de demain et surtout sur la gestion des flux. Comme vous l'avez dit, Carlo Ratti, il est ingénieur architecte et il dirige un laboratoire au Massachusetts Institute of Technology, l'un des centres mondiaux qui réfléchit chaque jour pour comment repenser, anticiper les besoins de la ville de demain et du bâtiment. On regarde, ça va être une belle transition pour parler de ce qui va suivre ensuite, vous allez le voir. C'est une belle transition pour annoncer le panel de discussion de ce qui va suivre et pour parler de l'impact des innovations digitales sur la construction et l'exploitation de la ville de demain, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Lusteau. Merci de venir nous rejoindre, qui est le directeur général d'Aremis, petit jingle, très très bien. Et il sera accompagné de Fabien Fedi, le directeur des innovations chez Kone Corporation. Avec bien entendu Cédric, toujours à mes côtés, qui est le directeur des services chez Kone France, Belgique, Luxembourg. Messieurs, cette belle vidéo est une belle entrée en matière pour ce qui va suivre. On va revenir sur les propos de Monsieur Ratti et de Monsieur Audet. Et donc, pour reposer le contexte, avant de démarrer, j'aimerais juste en une phrase expliquer ce que vous faites au quotidien. Pierre, à vous. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et cette proposition à venir échanger autour de cette table ronde. Effectivement, vidéo très inspirante. Alors moi, je suis Pierre Lusteau, directeur général d'une société qui s'appelle Aremis. Et notre métier, notre terrain de jeu, c'est l'immobilier, en particulier l'immobilier d'entreprise. Et donc, on fait du conseil, de l'implémentation de solutions digitales, de travail de la data autour de la matière immobilière des entreprises.
Notre mission est de considérer que l'immobilier doit être au service de la performance des organisations. Et voilà. Et donc, on gravite autour de ces notions-là pour aider les entreprises à faire mieux avec ce qu'ils ont déjà, voire même avec moins. Fabien ? Bonjour à tous, plaisir d'être là. Je suis directeur en fait innovation digitale au sein du groupe Kone, basé en Finlande, et je travaille avec mon équipe en fait sur toutes les innovations digitales de demain pour Kone, en repensant un petit peu la valeur qu'on peut apporter à nos clients, à différents types de clients lors de la durée de vie du bâtiment. Voilà. Merci messieurs et merci tous les trois d'avoir répondu présent à ce panel de discussion. On va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler des innovations digitales dans l'exploitation et la construction de la ville de demain. Et ma première question serait quels sont les domaines pour lesquels les innovations digitales ont un impact sur la performance ? Il n'y a pas un voyage en jeu à gagner, hein, je vous rassure, donc vous pouvez répondre, vous tromper, c'est pas grave. Non, c'est une question très large et qui pose bien le décor. En fait, je pense que et j'ai bien aimé la phrase de clôture. J'ai découvert la vidéo ce matin, je ne l'avais pas vue avant, donc c'est très bien. Mais le digital comme liant entre les différents domaines est vraiment pour moi quelque chose d'assez révélateur. On voit souvent le digital comme un pilier à part des activités, et un pilier assez vertical. Et moi, ce que je trouve dans ces dernières années qui est générateur de performance, c'est de voir le digital non pas comme quelque chose de vertical, mais quelque chose d'horizontal, qui va unir les métiers qui sont très souvent en silo, et on va certainement reparler dans la discussion, et que la performance, elle va se chercher en allant croiser finalement des gisements qui étaient exploités de manière unique, et pas en les croisant, et en croisant les différents métiers, et en particulier dans l'immobilier, qui est un monde qui est à la croisée de plein de métiers différents. C'est la mise en commun qui va créer la performance. Et le digital, dans le monde de la construction du neuf, pour moi, a été fondamental, ça c'est clair, parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent sur un temps court à la production d'un projet donné, et il y a pas mal de moyens aussi qui sont mis à ce niveau-là. Donc la collaboration sur le digital a été très forte. Les enjeux sur la vie courante, et je pense qu'on en reparlera aussi, qui pour moi sont, je pense, les vrais enjeux de demain, sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, et les gisements de performance sont devant nous. Voilà, j'en dis pas trop parce que oui, sinon, on va revenir plus en détail après. Fabien, vous voulez rajouter quelque chose ? Et alors, de fait, quels sont les enjeux et les défis que vous avez en commun pour vous et vos clients ? Les enjeux ils sont nombreux. On l'a vu dans la vidéo de Carlo Ratti. Les domaines d'application déjà sont très, très vastes. Hein. On peut aller jusqu'à décarboner, on peut améliorer la performance, on peut faire plein de choses. Moi, je vois trois grosses opportunités, j'ai envie de dire, dans le digital. La première, c'est que le digital, il nous aide à transformer les process actuels que l'on a de façon plus fluide, plus rapide. Je vois la signature électronique, par exemple, que tout le monde utilise. Et ben ça, c'est un vrai accélérateur dans tous les métiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je trouve que le digital permet de diffuser de l'information très rapidement à aussi bien nos clients qu'aux clients de nos clients ou à des usagers. Et ça, c'est quelque chose de nouveau sur lequel on peut travailler, on peut s'améliorer, on peut faire plein de choses. Et la troisième, pour moi, opportunité, c'est la valeur ajoutée. On y reviendra sûrement, mais j'ai un exemple en tête avec un property manager. On a 2 gros projets avec eux autour du digital. Et les défis qu'ils nous ont posés, c'est est-ce que vous pouvez nous aider à anticiper les mouvements de nos locataires dans un bâtiment en analysant le trafic. C'est que s'il y a une évolution du trafic à un étage qui augmente beaucoup ou qui décroît, c'est que peut-être qu'à cet étage, le locataire, il a envie de partir parce qu'il a soit trop de mètres carrés, soit pas assez. Et si on peut prédire ça et l'aider, lui, property manager, à chercher un nouveau locataire pour son client, eh bien, on va pouvoir l'aider. Le deuxième gros projet qu'on a avec lui, c'est sur les enjeux énergétiques. Avec le trafic du bâtiment, on doit être capable de pouvoir anticiper s'il faut chauffer, refroidir le bâtiment. Et donc, on travaille avec un partenaire extérieur, HVAC, pour transformer cette data trafic en une data HVAC, j'ai envie de dire, pour améliorer être un peu plus responsable. Pour être plus responsable, exactement. Donc là, on voit bien qu'il y a plein d'opportunités. Je dirais le champ des possibles est assez large. Après, les défis, pour moi, c'est qu'il faut qu'on connecte les équipements, et notamment les ascenseurs. Vous le verrez sans doute là à côté sur un magnifique écran géant, mais on n'a que 47% de nos ascenseurs qui sont connectés. Alors 47%, c'est super, mais à la fois, il en reste encore 53 à faire pour pouvoir connecter. Donc ça, pour moi, c'est quand même un défi.
Et puis, on y reviendra aussi, je pense, dans nos discussions, mais autour de la data avec l'intelligence artificielle, il faut maîtriser cette data. Parce que si la data qui arrive dans notre base de données, elle n'est pas bien maîtrisée, ce qui va en ressortir, ce ne sera pas très beau non plus. Ouais. Merci. Fabien, j'ai envie de vous poser une question. Donc, peut-on parler d'exigences digitales pour la ville de demain avec tout ce qu'on vient d'entendre et en sachant qu'on va revenir un peu plus en détail après dans d'autres questions? Dans quelle mesure il existe des exigences digitales pour la ville de demain? Très très bonne question. Question aussi assez large. En fait, si on pense un petit peu à l'origine un petit peu de la digitalisation, où on était il y a 10-15 ans, on pensait innovation digitale, c'était vraiment sur du neuf, sur un certain type de bâtiment. Maintenant, si on réfléchit, dans 10-20 ans, 80% des bâtiments seront des bâtiments qui existent aujourd'hui. Donc comment faire bénéficier en fait à tout type de bâtiment, en fait, d'une certaine manière démocratiser l'accès au digital à tout type de bâtiment. Ça, c'est vraiment un défi que nous, on a envie de relever. Cédric parlait de notre défi aussi de connecter tous nos équipements. Pourquoi c'est intéressant? C'est justement à pouvoir donner accès en fait, à ces données, à ce qu'on peut apprendre du mouvement des flux de personnes dans les bâtiments, à l'ensemble à tout type de bâtiments dans le monde entier. Si on pense à Koné, c'est quand même, chaque jour, il y a 2 milliards de personnes qui passent par nos ascenseurs, qui passent aussi par nos escaliers mécaniques. Imaginons l'impact qu'on peut avoir si on avait tous nos équipements connectés, si on pouvait faire vraiment bénéficier à tous nos clients de ce qu'on sait sur ces passages-là, comment améliorer les flux de personnes. Donc ça a vraiment, je pense, un impact énorme de pouvoir justement connecter l'ensemble de notre parc. Et en plus de ça, vous connectez votre parc, mais je sais que pour avoir échangé avec vous, Cédric, vous connectez aussi, vous avez la possibilité de connecter les ascenseurs qui ne sont pas forcément connectés. Vous proposez de la digitalisation pour l'ensemble des flux verticaux. En fait, si on part du business case et des besoins de nos clients, les besoins de nos clients ne sont pas de connecter les ascenseurs de marque Koné, mais c'est de connecter les ascenseurs qu'ils ont dans leur bâtiment. Et parfois, ça arrive, vous n'achetez pas des ascenseurs Koné. Alors, pas souvent, je vois Aurélie, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, on s'est adapté par rapport à ça. Effectivement, toute marque d'ascenseur peut être connectée, oui, vous l'avez dit. Eh ben, on va rester sur cette question-là, justement. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, comment on crée de la valeur grâce aux données récoltées? Alors, si je garde le micro, si je garde l'exemple de notre property manager, pour moi, ce qui me paraît intéressant, c'est quand on connaît les besoins, non pas de notre client, mais des clients de nos clients. Si je reviens sur mon locataire, le problème du locataire, le client d'un property manager, ce qu'il veut, c'est que son bâtiment il soit le plus occupé possible, avec un maximum de loyers qui maximise les profits, les revenus. Et donc, si on est capable d'aider notre client à répondre à la problématique que lui a, eh bien, à ce moment-là, ça devient du coup pertinent. Donc, je pense qu'il faut démarrer par ça, avoir un bon business case avec les besoins des clients de nos clients, et après avoir une approche un peu pragmatique. J'aime bien ce que disait Carlo Ratti dans la vidéo. Il disait, je crois, seeing the city or the building as a lab. Il faut créer une interface entre les flux du bâtiment et les flux il peut y avoir l'interface, de la ville. Mais il y a aussi l'utiliser un peu comme une expérience, une expérimentation, avoir une approche pragmatique, parce que le digital, on peut faire tellement de choses avec, et s'assurer que le business case qu'on a en tête, il fonctionne bien. Et avec une approche pragmatique, en faisant des pilotes, des essais, des tests, là, on va se rendre compte que ce qu'on a entre les mains, c'est soit ça ne marche pas, soit effectivement c'est un super business case et qu'on va pouvoir déployer. C'est vrai que dans la vidéo de Carlo Ratti, on lui pose la question de comment les données nous permettent de mieux gérer les flux au sein d'un bâtiment. Et c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est à un moment créer de l'interface entre le flux des bâtiments, mais le flux aussi des villes, parce qu'il y a une corrélation à concevoir, et les données nous aident à réfléchir pour anticiper l'avenir. Oui, je vous en prie, Pierre, allez-y. Je me permets de rebondir parce qu'en fait, on revient à quelque chose de fondamental, c'est le cas d'usage et ce qu'on va véritablement tirer d'une démarche digitale. Mais en fait, c'est un questionnement qu'on se pose à chaque fois qu'on engage un projet. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça va me rapporter? À quel besoin ça va couvrir? À quel type d'usager ça va apporter de la valeur?
Et dans le digital, et en particulier ces 10-15 dernières années, on a eu tendance à pas trop se la poser cette question. C'est-à-dire que le digital était plutôt une nécessité. Si on faisait pas du digital dans un bâtiment, si on connectait pas, on mettait pas des capteurs partout à chaque fois qu'on sortait un programme, quelque part, les candidats pour faire le programme étaient exclus d'office, quoi. Et puis avec 10 ans de politique des taux bas, c'était en plus facile à financer. Donc c'était facile d'aller voir les directeurs, directrices de l'innovation des boîtes en disant tu peux me trouver quelques centaines de milliers d'euros pour mettre saupoudre-moi du digital dans le projet. Mais on a mis de côté le cas d'usage et on a mis de côté le ROI de tout ça. Et je pense que c'est un moment intéressant qu'on est en train de vivre dans l'immobilier en particulier. C'est que les temps sont un petit peu plus difficiles, les circuits de financement sont un petit peu moins ouverts, et donc on en revient un peu aux fondamentaux, quoi. Pourquoi j'ai mis des capteurs? Pourquoi j'en mettrais d'autres? Et finalement, est-ce que je n'aurais pas exploité des gisements de data en fait, qui étaient déjà présents, quoi. Vous avez évoqué les données liées à ascenseurs, et c'est bien logique, mais il y a un autre gisement qui est assez dingue et était très très sous-exploité, c'est les données du contrôle de l'accès, quoi. Et c'est des données qui sont super intéressantes et croisées avec d'autres données relatives à des flux peuvent faire exploser les cas d'usage et apporter de la valeur à pas mal d'acteurs des usagers du bâtiment. J'anticipe un peu. Non, c'est bien parce que j'allais vous poser la question. En plus, c'est comment la data, elle vous permet de mieux maîtriser la gestion d'un bâtiment, vu que vous êtes lancé. Bon, voilà, je continue. Voilà. Ça dépend à qui on parle, en fait, quoi. Si on parle au propriétaire ou si on parle à l'usager final. On a quand même vécu, il y a quelques années, au travers du Covid, 2-3 transformations de la manière de travailler dans les entreprises, et notre rapport au lieu, au pluriel, de travail, lui aussi a beaucoup bougé. On a institutionnalisé le fait qu'on pouvait travailler à différents endroits, et dans ces différents endroits, il y a le chez-soi. Et donc, la question de pourquoi on vient sur un lieu de travail, quel qu'il soit, que ce soit celui de l'entreprise, un tiers-lieu, dans les transports, chez soi, pose la question de où sont mes collègues, avec qui je vais devoir travailler, est-ce que je dois travailler en commun, est-ce que je dois travailler en silo, est-ce que je dois partager du contenu. Bref, en fait, on a replacé des usages ultra fondamentaux du travail au centre du game. Et ce centre-là doit poser la question, mais finalement, de quels outils on a besoin, et derrière les outils, de quelle data on va avoir besoin. Donc, savoir qu'à un moment donné, il y a telle et telles équipes qui sont telles sur tel ou tel lieu pour aller produire de la valeur, créer de la valeur pour l'entreprise, c'est une question toute bête. On se la pose depuis toujours, mais maintenant que tout est institutionnalisé, le fait d'être en remote potentiellement partout et tout le temps, remet clairement la data au cœur des choses. Ce n'est qu'un cas d'usage, l'usager final. On en a bien d'autres. Cédric ? Peut-être en complément, je pense qu'on l'a vu dans la vidéo de Carlo Ratti, la data, je veux dire, c'est très démocratisé. Il le dit, voilà, tout le monde peut accéder à la data, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, moi je pense que c'est important, c'est l'interopérabilité entre les systèmes. C'est-à-dire que la data elle doit être fluide, elle doit passer d'un partenaire à un autre sans difficulté. Le projet de loi, je ne sais pas si on y reviendra, mais EU Data Act, il est un peu là aussi pour ça, pour fluidifier cette data, pour que tout le monde puisse y avoir accès et pouvoir l'exploiter et pouvoir en tirer des avantages et des bénéfices. Alors, on parle de data, on va enchaîner, vous allez voir, ça se rejoint. On parle de data, mais tout le monde n'est pas équipé de bâtiments connectés. Alors, ma question, Fabien, c'est est-ce qu'on peut faire bénéficier de la digitalisation à des bâtiments existants ? Et comment ? Oui. Et surtout, est-ce que c'est vraiment l'avenir de demain de pouvoir connecter, d'avoir des bâtiments qui sont tous digitalisés ? Alors, je reviens un petit peu sur ce que disait Pierre, sur un petit peu la tendance actuelle où on remet en question est-ce qu'on est obligé d'installer ces sensors ou de la technologie sur des bâtiments même existants. Est-ce qu'il y a déjà des données qui peuvent être exploitées? Donc on essaie vraiment de repenser à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des données qui existent? Donc ce qui est intéressant dans l'exemple que je donnais, c'est que si on peut exploiter déjà les données des ascenseurs existants, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour tout type de bâtiment. Mais je vais vous donner un exemple, un petit peu, je trouve aussi intéressant l'exemple l'idée d'avoir une interopérabilité des données. J'ai un exemple d'un pilote qu'on a établi à Turku. On a travaillé avec l'université de Turku et en fait un bâtiment existant. Et l'idée, c'était vraiment comment on peut optimiser. C'était un restaurant d'entreprise qui nous avait contactés. Nous disait justement avec
les gens qui travaillent peut-être plus au bureau, on ne sait pas exactement le nombre de personnes qui vont venir dans la journée, on ne sait pas calculer le nombre de repas qui vont, et donc il y a un gâchis alimentaire à la fin de la journée. Est-ce qu'on pourrait utiliser les données des ascenseurs, aussi d'autres types de données existantes, le temps, plein de choses, plein de différents types de données. Et en fait, on a créé des algorithmes avec cette université justement partenaire pour calculer un peu, faire déjà des prédictions sur le nombre de repas à servir dans la journée. Et après, je pense qu'on a fait ce pilote pendant 6 mois. Après 6 mois, on a vraiment pu optimiser. Et je crois qu'on était à 80-90% d'exactitude sur les données. C'est vraiment un exemple intéressant où on a pu travailler avec différentes personnes, des universités, un restaurant d'entreprise pour vraiment résoudre des problèmes particuliers dans le sein d'un bâtiment existant. C'est un très bon exemple. Est-ce que vous auriez d'autres exemples à nous partager, un retour sur les innovations digitales de vos clients ? Ouais, je revenais sur la question du contrôle de l'accès comme une source hyper intéressante. Pour préciser un tout petit peu les choses, ça a l'avantage d'exister déjà, donc facile à mettre en place vu qu'il n'y a pas trop de change management à faire auprès finalement des usagers, ce qui est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on n'est pas intrusif dans la mesure où c'est un usage qui est déjà hyper adhérent, et les badges contiennent certaines informations utiles pour comprendre ce qui se passe dans le bâtiment. Évidemment, les données personnelles, tout ça, c'est traité en amont. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ça permet d'objectiver des réalités d'usage d'un lieu. Et souvent, on a le top management qui considère qu'il y a trop de ressources, le middle management qui a tendance à dire « moi, j'en veux un petit peu plus », et donc ces gens-là ne se mettent en général pas assez d'accord pour bien dimensionner ce que sont les bureaux, pour ne parler que des bureaux, qui seraient utiles et bien dimensionnés pour l'entreprise. Et j'aime bien le 80-90% d'exactitude de la data. On sait que c'est absolument inatteignable d'être dans la perfection. Mais ce qui est bien, c'est de savoir mesurer son imperfection relative à la data. Et quand on connaît à peu près les marges d'incertitude, ça nous permet de prendre des décisions relativement tangibles. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les taux d'utilisation qu'on estime déjà assez bas sont encore beaucoup plus bas. Donc on parle de moins de 50, voire moins de 40% de réelle utilisation de l'usage des bureaux. Et ça, les clients qu'on accompagne, une fois qu'ils ont vraiment pris conscience de ça, ils peuvent travailler la matière immobilière. Et là, on peut commencer à travailler sur des impacts typiquement de réduction de l'empreinte immobilière, réduction de l'impact que les entreprises vont avoir sur l'environnement, parce que le mètre carré est une des sources principales, quoi. Et finalement, cet usage-là permet de passer devant, je ne sais pas moi, de l'optimisation de la chaudière, de réduction de certains usages qui permet d'économiser de l'énergie. Parce que quand on peut travailler son empreinte immobilière d'abord, en fait, on traite le gros et le Pareto joue à plein. Et donc, des cas d'usage, il y en a plein, immédiats, qui en sortent. Moi, j'ai un autre exemple de cas d'usage, si je peux. Et que vous allez voir, je ne vais pas spoiler les ateliers, mais en ce moment, on a pas mal de QR codes qu'on colle un peu partout sur pas mal d'installations. Vous en avez peut-être chez vous. En fait, on s'est rendu compte que quand un ascenseur était en panne, que ce soit, alors ça arrive de temps en temps, c'est très rare chez nous, mais ça arrive un peu. C'est normal. Et que quand vous êtes en copropriété, par exemple, vous êtes dans un bâtiment de bureau, si l'ascenseur est en panne, vous ne savez jamais si quelqu'un a déjà appelé, connaît, pour dire l'ascenseur, il ne marche plus. Et donc parfois, on va rester longtemps sans cette information et l'ascenseur, il va rester à l'arrêt. Et tout le monde pense que c'est le voisin qui a appelé, mais en fait, personne n'a prévenu connaît. On a le cas inverse aussi, où en fait, c'est toutes les personnes qui passent devant qui appellent connaît, ou le building manager ou le syndic. Et donc, c'est le 20e appel qu'ils ont, qui est le même, pour dire « oui, l'ascenseur est en panne, je sais », et connaît déjà au courant. Et donc, on a mis en place un QR code sur l'étage principal. Il suffit de scanner ce QR code et voir si quelqu'un a déjà prévenu, connaît ou pas. Ça, c'est un exemple de digitalisation où je vais donner l'information à un usager, pas forcément à un client, mais à un usager, et qui va éviter d'appeler le syndic, qui va éviter d'appeler le building manager pour savoir est-ce que connaît est au courant que l'ascenseur est en panne et qu'il faut intervenir. Voilà, ça c'est un bel exemple, et vous pourrez le voir dans un atelier à côté. Les données numériques nous permettent de gérer les flux, c'est la gestion des flux, et du coup, a d'autres effets, c'est ce que vous venez d'expliquer, qu'il y a d'autres effets derrière la gestion des flux sur d'autres cas d'usage que vous venez d'expliquer. On aura peut-être l'occasion d'en revenir sur d'autres exemples. Là, j'ai envie de parler de l'IA avec la data. Donc, comment on maîtrise l'IA avec de la data ? Je commence ?
hein, je vous laisserai. Alors, comment est-ce qu'on maîtrise l'IA? Déjà, je pense qu'il faut donner du sens au projet avec de l'IA. On travaille, par exemple, on a un projet qui s'appelle Technician Assistant qui permet à nos techniciens d'être aidés. Ils ont comme un accompagnant sur leur KFM qui va leur expliquer comment résoudre une panne sur un ascenseur quand ils ont un problème. Mais avant ça, si on n'a pas donné du sens, ils peuvent avoir un peu peur d'avoir un projet avec de l'intelligence artificielle. Et donc, on utilise souvent une analogie avec la médecine. C'est pas mes chiffres à moi, c'est IBM qui en parlait. Je trouve que c'est assez intéressant. IBM disait la meilleure intelligence artificielle aujourd'hui, elle est capable de prédire les maladies, mais dans 7% des cas, ils vont se tromper. Quand on demande à des médecins de prédire les maladies, dans 3,5% des cas, ils vont se tromper. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils sont meilleurs que l'IA. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais en tout cas, pour moi, ils sont meilleurs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand on donne de l'IA à un médecin, à ce moment-là, il ne fait plus que 0,5% d'erreur. Ça veut dire qu'un médecin avec de l'IA, il divise par 7 le taux d'erreur qu'il fait aujourd'hui. Et bien, c'est exactement ça qu'on veut faire avec nos équipes. C'est les rendre beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces avec de l'IA, mais surtout pas les remplacer par de l'IA. Donc, une fois qu'on a donné du sens, à ce moment-là, on est capable d'embarquer nos équipes avec de l'IA. Après, ce que je disais, c'est que l'IA, il faut faire attention, il faut bien maîtriser la data. Et que la data, quand elle est mal maîtrisée, ça peut arriver, et ben c'est souvent pas très beau derrière. Voilà, je m'arrête. Mais... Fabien, vous voulez... Peut-être je peux rebondir. Bon, c'est un exemple qui a été développé, le Technician Assistant, justement, par nos équipes au global. Je trouve ça vraiment un exemple intéressant, parce qu'en fait, le plus grand défi en fait, à relever, c'est comment en fait, nos techniciens vont communiquer avec ce nouvel outil. Comment ils vont vraiment adopter cet outil, et c'est quelque chose sur lequel on travaille le plus. C'est pas forcément, ok, il y a l'exactitude de l'outil, la marge d'erreur, il y a toutes ces questions-là qui sont importantes. Mais ce qui est important, c'est comment ça va transformer un peu le métier de technicien, quelle va être la part de complémentarité, comment le technicien de demain pourra utiliser, maximiser ce type d'outil. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation interne. Je pense l'étape suivante, c'est comment faire bénéficier à nos clients, à toute l'industrie justement de l'IA sur les données existantes. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochaines années. Donc moi, je suis impatient, on fait beaucoup d'expérimentations, de pilotes dans le monde entier. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite vraiment développer, c'est comment on va pouvoir utiliser justement ces modèles, soit des modèles existants d'IA, soit des modèles qu'on développe nous-mêmes, pour faire bénéficier justement nos clients de ces nouveaux services. Vous voulez rajouter une information? Juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit. L'observation que l'on peut avoir, nous, dans les projets que l'on mène, c'est que l'IA, vu comme un assistant aujourd'hui, trouve toute sa valeur. C'est-à-dire qu'on a réduit les circuits de décision en produisant plus vite la matière qui permet de prendre des décisions. Typiquement, quand on se pose des questions sur comment organiser des espaces, comment produire des tendances, je ne sais pas moi, de décoration et compagnie. On ne remplace absolument pas ceux qui vont faire du microzoning ou des gens qui vont faire de l'image, de la déco. Mais en revanche, ils vont pouvoir produire très vite du tendanciel et obtenir de la décision plus rapidement. Et donc gagner énormément en performance opérationnelle. Les cas d'usage que l'on observe sont essentiellement là-dessus. En tout cas dans les métiers qu'on côtoie, et encore assez peu sur de l'anticipation ou de la prédiction sur des modèles qui nécessitent d'avoir de très 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 grandes quantités de data. Donc c'est vraiment le lien avec l'IA pour vraiment commencer à faire de l'algorithmique prédictive. Et aujourd'hui, l'IA, elle est générative. C'est là où elle va permettre de produire des contenus qui vont augmenter finalement la performance opérationnelle des équipes, plus que tendre à les remplacer. On n'en est clairement pas encore là. Donc voyons-le comme un super assistant en fait. Voilà, l'enjeu de l'IA, c'est vraiment de maîtriser déjà l'IA. C'est, comme vous venez bien de le dire, c'est un assistant, ça ne fait pas à la place d'eux. Et ma question sur quels sont les domaines d'application, je pense qu'on peut intégrer de l'IA à différents domaines d'application à partir du moment où elle est maîtrisée. Alors ma question, c'est comment on adopte ces changements? Comment on fait adopter ces changements, ces évolutions avec l'IA? Je ne parle pas forcément des métiers, je parle de manière générale. Les métiers, on en revient juste après. J'ai formé et utilisé. Ce qui est formé à fond, parce qu'en fait, on a
tous bricoler. Mais c'est hyper intéressant. J'engage toutes les entreprises à mettre vraiment pas mal de sous sur la table pour former leurs équipes à l'utilisation réelle des technos qui fleurissent de tous les côtés. Alors, au-delà des gros LLM qui sont en place, également tous ces logiciels ultra spécialisés dans certaines tâches, dans certains métiers donnés, il faut être formé, et pour être formé à l'utilisation, c'est-à-dire vraiment pratiquer, faire des cas d'usage, parce qu'en fait, on voit que c'est dans la généralisation de la pratique de la bonne manière, apprendre à faire correctement un prompt, ça paraît tout bête, mais une fois qu'on a compris comment prompter, en fait, s'ouvre un champ gigantesque. Mais pour ça, il faut former les gens à l'utilisation. Sinon, on en reste à l'utilisation du je pose la petite question, j'utilise finalement l'IA comme un super moteur de recherche, ce qui est un cas d'usage hyper limité de ce que peut tout produire. Donc, former et faire utiliser. Ce qui est, et j'en terminerai par là, malgré tout hyper antagoniste avec, et on n'en a pas trop parlé, avec la cybersécurité, qui dans nos entreprises, en fait, c'est un peu l'injonction contradictoire permanente, quoi. C'est-à-dire qu'allez-y, pratiquez, utilisez, mais en revanche, on doit se double authentifier tout le temps, on ne peut plus partager, vous ouvrez un Teams avec un client, ah bah non, c'est un extérieur, alors il faut demander une autorisation. Donc, paradoxalement, on est hyper contraint, donc ça, c'est, voilà, faut jongler un peu entre les deux, mais former et utiliser, pratiquer vraiment chez tout le monde, à tous les niveaux. J'allais vous poser la question, Cédric, c'est comment vous intégrez justement ces nouvelles solutions dans l'exercice de vos missions. Quand je dis vos missions, c'est chez Koné. Alors d'abord, moi, je partage complètement ce que dit Pierre. D'abord, bon, à nouveau, il faut donner du sens aux équipes qui vont utiliser ces outils. Et après, quand on fait là, ces fameux business cases et ces tests pratico-pratiques, il faut bien choisir son pilote. Pour moi, le pilote, c'est un peu un influenceur, qui est un mot un peu à la mode, mais je vois vraiment le pilote comme ça. Quand on choisit notre équipe de techniciens dans Technician Assistant qui va l'utiliser, notre objectif, c'est que ceux du pilote, ils disent c'est un super outil et je le recommande. Et d'ailleurs, je voulais te remercier, Fabien, puisque 89% de nos techniciens recommandent cette application. Mais en tout cas, voilà, il faut bien choisir son influenceur si on veut après avoir une démocratisation et un usage plus rapide. Voilà, ça c'est pour moi un pilier et un vecteur très important dans tous les projets digitaux qu'on a, avec ou sans IA, j'ai envie de dire. Ok. Et alors, quels sont les mots-clés allez-y, je vous en prie. Non, je trouve, sur l'adoption, je voulais rebondir un petit peu sur l'adoption, parce que chez Koné Global, on a le challenge justement de comment faire adopter ces outils par tous nos collègues dans le monde entier. C'est-à-dire avec parfois des dizaines de langues différentes. Et justement, sur ces outils-là, ce qui a été intéressant, c'est vraiment pour former les équipes dans différentes langues. On a utilisé justement des modèles existants, des avatars aussi. Et en quelques heures, on pouvait avoir des tutoriels très efficaces sur des nouveaux outils digitaux en 15-20 langues. Ça, c'est vraiment intéressant comment on utilise aussi ces outils justement pour adopter de manière beaucoup plus rapidement. Avant, peut-être, il fallait faire appel à un traducteur, ça pouvait prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant, on voit vraiment ces outils-là, ils permettent d'accélérer le digital au niveau mondial, ce qui est vraiment fascinant. Et j'allais vous demander quels sont les métiers qui évoluent, qui sont amenés à évoluer, qui sont en train d'évoluer chez vous comme chez vos clients. Alors, moi, je ne vois pas ça comme l'IA ou le digital réservé à des data scientists ou à une espèce de caste qui maîtrise la data. Pour moi, l'intérêt de ces projets, c'est justement qu'ils soient très démocratisés. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, chez Koné, mettre le technicien au centre de toutes ces applications. C'est le technicien qui doit être capable d'utiliser de l'IA, c'est le technicien qui doit être capable d'apporter de la valeur ajoutée au client quand il va dépanner de façon très efficace un ascenseur. Donc, pour moi, c'est nous tous qui devons apprendre à travailler avec de la data, à être plus efficaces et en mettant le technicien au centre. Et vos équipes sont accompagnées. Nos équipes sont accompagnées, bien sûr. Il y a des personnes comme Fabien qui vont nous aider avec... Oui, il faut des experts en data, mais il ne faut pas que ça reste au niveau de ces experts. Il faut vraiment que ça se démocratise et que ce soit utilisé par tout le monde. Voilà. Merci. Dernier sujet de ce panel de discussion. On va parler un peu des enjeux et des défis parce que là, on vient de parler de la transformation avec la data et l'IA, mais il y a d'autres défis avec la digitalisation. Et on va parler des défis environnementaux, la gestion des flux, les défis sociaux et économiques et sociétaux. Donc, de quelle manière la digitalisation, elle permet de faire face à tous ces défis ?
rapidement, parce que j'ai tendance à trop causer. Pas du tout. Moi, je pense que dans le monde de la ville et de l'immobilier en général, c'est faire mieux avec autant, voire moins. On a quand même un vrai enjeu de ressources. L'immobilier touche 6 des 9 ressources principales des limites planétaires qui ont été modélisées. Et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on est dans des espaces limités avec des ressources financières limitées, de plus en plus limitées, des populations qui, en tout cas, si on voit des baisses de la natalité qui se polarisent dans certains lieux. Et grâce à la data, grâce au digital, grâce à une manière de repenser en fait, le rapport à la ville et le rapport au bâtiment en général, on peut réussir à faire largement autant avec moins. Et c'est une réalité. Ce dont je vous parlais sur la réalité des taux d'occupation des bureaux va être exactement la même sur les taux d'utilisation des infrastructures, des commerces alentours, du rapport à l'usage qu'on a à la ville. Et en fait, c'est grâce à l'accès à ce qui se passe à des endroits dans la ville, ce qu'on appelle dans certaines études la vibration. Il y a des endroits qui sont plus vibrants que d'autres dans les lieux. Mais c'est là où on va pouvoir créer en fait, plus de valeur avec au moins, voire moins de ressources. Et je pense que l'enjeu est là et ils sont juste à portée de main. C'est juste qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre parce qu'on a du mal à les documenter, les informer et y avoir accès de manière digitalisée. Cédric ? Ouais, moi, je partage complètement. Je pense qu'il y a aussi la notion économique. C'est qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le ROI. Est-ce qu'il y a un ROI intéressant pour aller décarboner, pour aller améliorer des enjeux sociaux ou que sais-je. Mais tu le disais avant, Pierre, il y a 10 ans, on mettait du digital partout, on mettait des capteurs partout, on ne sait pas trop ce qu'on allait en faire. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère où les projets digitaux, ils doivent amener une efficacité économique, ils doivent amener de la profitabilité, ils doivent amener de l'efficacité opérationnelle pour nos équipes. Et si on est capable d'amener ça, les projets ils vont se dérouler de façon tout à fait pérenne et avec nos clients, avec nos partenaires. Dans un écosystème, à nouveau, il faut qu'il y ait de l'interopérabilité. C'est des modèles qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place parce qu'il y a plusieurs entreprises parfois qui doivent intervenir. Mais pour moi, c'est ROI, ROI, ROI. Donc en fait, la récolte des données permettra de faire face à certains défis, aux défis environnementaux, économiques, sociétaux et sociaux. Mais comment on l'exploite ? Comment on peut exploiter ces données ? Dans la vidéo de Carlo Ratti, il parlait que les données numériques, elles allaient aider à l'inclusion et à la cohésion sociale. J'imagine que de quelle manière ? Une question pas facile. Mais c'est pour ça que je vous la garde. Merci. En fait, on parlait, parfois il y a des données qui sont existantes et parfois on peut les exploiter, mais parfois il nous faut plus de données dans certains domaines. En fait, on a une équipe au global qui s'est vraiment focalisée là-dessus, c'est vraiment comprendre les flux de personnes justement dans les lieux où il y a beaucoup de monde, par exemple les stations de métro. Et pourquoi c'est un enjeu environnemental énorme ? C'est que forcément le métro, c'est le moyen de transport le plus écologique, mais il y a encore des énormes problèmes liés à la sécurité, des problèmes liés des gens qui sont angoissés ou de mobilité, etc., réduite, qui ne peuvent pas utiliser ce type de mode de transport. Et donc on a développé un outil technologique qu'on appelle le Station Twin, qui est une digitalisation, on parlait un petit peu dans la vidéo justement introductive, qui est en fait un twin digital des stations de métro, qui permettent de donner une vision en temps réel des flux de personnes sur les quais de métro. Et en fait, ces données-là, elles n'existent pas. Elles ne sont pas exploitables sur les caméras de surveillance qui existent. Et nous, ça nous permet en fait d'identifier en temps réel des problèmes, par exemple, trop de personnes sur le quai qui peuvent donner lieu à un accident, etc. Donc on donne toutes ces informations. On a un pilote sur la station Simonis à Bruxelles, chose qu'on souhaite élargir. Dans ce cas-là, on a des capteurs. On a des capteurs qu'on ajoute sur les quais, mais c'est des capteurs qui ont on a quelques capteurs, parce qu'il y a 30 mètres de distance. Donc, on peut vraiment économiser avec peu de capteurs. On arrive à avoir une vision globale de tout ce qui se passe sur la station de métro. Donc, c'est un exemple où vraiment on peut résoudre des problèmes écologiques de transport de demain en utilisant des capteurs et de la technologie. Monsieur Ratti, il disait dans la vidéo que grâce aux données sur la mobilité, on pourra
aider à l'inclusion, à la cohésion sociale et à rendre une ville plus inclusive d'ici quelques temps. Ça tombe bien que vous ayez le micro. J'ai une question pour vous, Pierre, avant de poser ma toute dernière. Est-ce que l'innovation digitale va permettre à l'immobilier et l'urbanisme de converger efficacement dans la construction d'un projet? Et bam. Et vous avez 1 minute. Oui, en fait, je pense que c'est vrai pour tout. C'est l'usage en fait qui va apporter tout ça. À nouveau, notre rapport à l'immobilier change si on y trouve ce qu'on a besoin d'y trouver. Et tout ça va être accompagné assez naturellement. Je sais pas, moi, par exemple, quand on, quand on vient sur les flux, parce que ça a été évoqué dans la vidéo, là où il y a de la rupture, c'est que on connaît assez bien les flux dans la ville, on connaît plus ou moins bien les flux à l'intérieur des bâtiments. On a une petite rupture entre les deux pour. Faut les croiser là, c'est étonnant. Or aujourd'hui, quand on doit se rendre dans un lieu où on doit choisir où on va aller travailler, par exemple, on a besoin de savoir quels sont les niveaux de circulation pour savoir si ça vaut le coup de prendre ma bagnole ou d'aller en métro ou machin, parce que en fonction, donc les flux de la ville ont une influence sur l'usage qui va avoir lieu au bâtiment, mais il y a aussi des informations liées à ce qui se passe dans le bâtiment qui vont me donner un intérêt d'aller ou pas dans tel ou tel lieu. Donc si ça se fluidifie, et je pense que c'est l'usage qui va fluidifier naturellement les choses, moi je pense que les choses vont se faire tout à fait logiquement, et c'est pas une imitation technologique, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire tout ça. En tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. C'est clair, c'est clair. Si, c'est rigolo si on voit la manière dont sont transformés notre. Je fais un autre parallèle, et désolé, je vais être trop long, mais notre rapport au lien qu'on a avec la restauration, avec le développement des applis pour nous livrer de la nourriture chez soi. C'est-à-dire que il y a une réurbanisation totale de l'empreinte des restaurants dans les zones qu'ils servent dans la ville. Et notre rapport à la livraison a aussi changé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on appelait pour se faire livrer, puis quand il y avait du retard, on engueulait le livreur. Parce que c'était là. Mais ça n'arrive plus maintenant. Parce que toute l'appli nous dit qu'en fait, c'est le restaurant qui prépare avec l'achat. Et le livreur n'est plus la personne qui est dans l'interaction du flux qui est en train de s'organiser dans notre rapport mais ça se fait au travers de l'appli. Et on va directement contacter le restaurant pour avoir une ristourne, quoi. Donc, en fait, l'usage a transformé notre rapport aux interactions qui se font dans un territoire. Et donc, ça va se faire assez naturellement et sans aucune limitation technologique, selon moi. Merci Pierre. Dernière question avant de passer aux questions-réponses dans la salle. Quels sont les nouveaux modèles économiques liés à la digitalisation? Fabien? On parlait du contrôle d'accès et des données sur le contrôle d'accès. Donc, on a développé en fait une nouvelle innovation digitale qu'on appelle le Connaissance Flow qui est présenté aujourd'hui. Et qui permet, pendant nos ascenseurs, nos lifts de chantier, on appelle ça des lifts de chantier, les ascenseurs sont utilisés pour le transport de matériel et de personnes lors de la phase construction. Et on s'est rendu compte que l'utilisation était un petit peu différente, parce que sur un chantier, il y a des utilisateurs très différents, différentes priorités aussi, parce que parfois une livraison d'un matériel plus importante que le transport sur un étage d'un ouvrier. Donc on a développé justement cet outil d'accès de contrôle qui nous donnait en fait des données sur quel type d'entreprise sous-traitante utilise l'ascenseur à quel moment de la journée. Donc, qui bénéficie le plus en fait, de cet outil lors de la phase chantier. Et les discussions qu'on a avec nos clients, justement, comment changer un petit peu le modèle économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire, tel électricien, il n'utilise pas du tout, il utilise peu l'ascenseur, le lift de chantier, donc il ne payera pas pour le lift de chantier. Ou telle entreprise sous-traitante va l'utiliser beaucoup plus. Donc ça va donner une forme obliger en fait les sous-traitants de maximiser ou d'optimiser leur mouvement au sein du bâtiment lors de la phase chantier. Et nos clients sont friands et intéressés justement de tenter ou d'essayer ce nouveau type de modèle économique, puisqu'ils se rendent compte que le modèle économique existant où eux ils payent sur tout le livre de chantier, ne donne pas les bons messages justement pour les ouvriers qui en fait l'utilisent peut-être de manière parfois pas toujours, on va dire, font pas toujours très attention aux outils. Donc un modèle économique peut donner en fait le bon signal justement pour ces entreprises sous-traitantes, peut changer un petit peu la donne dans le domaine de la construction. L'occasion de découvrir ça juste après en atelier. Un complément d'information, messieurs, sur un modèle
les nouveaux modèles économiques liés à la digitalisation? Moi, je crois qu'il n'y a pas de limite à ça. On a vu, les domaines d'application sont tellement vastes. On peut décarboner, on peut améliorer l'efficacité opérationnelle, on peut améliorer la valeur ajoutée pour nos clients ou pour les clients de nos clients. Donc je crois que c'est à nous dans la salle de les imaginer et de les définir pour créer une ville plus responsable et des bâtiments plus responsables aussi. Et rien n'est immuable, donc tout est à construire. Merci messieurs, merci Fabien, merci Pierre, merci Cédric d'avoir répondu à mes questions. On peut les applaudir. Je vais encore vous garder quelques minutes avant de vous laisser partir en atelier. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que oui. Ou alors ça veut dire que... Ah, monsieur, attendez, je vais vous prêter un micro. Merci. Je pense que vous avez peut-être volontairement pas évoqué le sujet parce que vous l'avez déjà intégré, mais sur la partie prédictive, puisque vous êtes sur le fonctionnement des installations en opération. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des changements par rapport à ce que vous utilisiez par le passé pour vous permettre d'optimiser les visites, la périodicité des interventions, voire même anticiper les pannes? Est-ce qu'il y a des changements à attendre? Parce que je pense, à la fois pour les usagers, mais même pour vous, peut être vraiment une grosse optimisation. Ah, il marche pas? D'accord. Alors, sur le prédictif, en fait, aujourd'hui, on a... ça résonne. Ça fait déjà depuis 2018 qu'on a mis du prédictif. Vous avez vu, ou vous le verrez sur l'écran à côté, on a maintenant 650 000 ascenseurs qui sont connectés. Et en fait, plus on a des ascenseurs connectés, plus on est capable de trouver des scénarios de panne qu'on a déjà vus dans le monde entier, qui vont nous permettre d'anticiper comment il faut traiter ça. Aujourd'hui, on est à peu près à 50% de panne qu'on arrive à prédire. Un tout petit peu plus sur les ascenseurs de marque Kone, un tout petit peu moins sur les ascenseurs de marque étrangère. Et puis après, il faut regarder est-ce que vous avez du vandalisme ou pas. Mais grosso modo, on est à une panne sur deux, on est capable de l'anticiper aujourd'hui. Donc on a beaucoup de scénarios, de panne qu'on a digitalisés, optimisés pour arriver à ça. Ce qu'on aura par la suite, c'est que ce 50%, et en fait, il ne fait qu'augmenter. Parce plus on a d'appareils connectés, plus on trouve des similitudes et un peu partout. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut s'attendre. C'est une amélioration constante du modèle prédictif qu'on a. Après, ce qu'on demande à nos techniciens, c'est quand on n'optimise pas la maintenance. La maintenance en France, elle est très réglementée. Vous avez toujours ces 9 visites obligatoires, donc on ne changera pas ces 9 visites. Mais par contre, dans les 9 visites, on leur demande, tiens, jette un coup d'œil sur la porte du 3e étage, parce qu'il y a X choses qui risquent de mal se passer dans quelques semaines. Et donc ça, on connaît très bien ces événements prédictifs. Et donc, on va demander à nos techniciens d'agir un petit peu plus pendant leur visite de maintenance pour éviter une panne future. Donc, voilà. Donc ça marche très très bien. On a de moins en moins d'interventions urgentes où on demande à notre technicien d'y aller tout de suite parce qu'en fait, il y a une panne qui va se produire ou qui vient de se produire. Ça, on l'a de moins en moins. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'anticiper aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre participation.